Bonjour. Aujourd'hui, mon invité est journaliste et spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient, Ariane Bonzon. Elle était ex-correspondante de l'Arte en Turquie entre les années 1996 et 2006. Maintenant, elle est connectée par Skype. Bonjour, Madame Bonzon. Bonjour. Vous avez juste publié le livre Turquie, l'heure de vérité. Alors, on va commencer à parler sur ce livre, mais avant de commencer, je voudrais vous demander la question pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre et quelle était votre motivation et qu'est-ce que le lecteur va trouver dans ce livre? Oui, en fait, c'est assez rare qu'un journaliste, vous avez dit que j'ai été correspondante de 1996 à 2006, mais de 2006 à maintenant, je travaille toujours sur la Turquie et je vis toujours la moitié du temps en France et la moitié du temps en Turquie. J'avais gardé un appartement. Donc, pendant 20 ans, j'ai travaillé sur la Turquie de façon extrêmement régulière et en vivant soit complètement, soit en vivant à moitié du temps. Et c'est assez rare pour un journaliste de couvrir comme ça une si longue période. 1996, 2018, 2019, ça fait plus de 20 ans. Et il m'a semblé, et comme j'avais fouillé dans mes archives et j'ai retrouvé des tas d'anciens reportages, des tas de notes. Vous voyez, derrière moi, vous avez des tas de cahiers. Ouais. Un tout petit nombre de cahiers. Tous ces cahiers-là, les cahiers verts comme ça, c'est les cahiers sur la Turquie. Et j'en ai des dizaines et des dizaines. Et donc j'ai fouillé là-dedans, j'ai retrouvé des vieilles interviews, des vieux reportages, et je les ai mis comme ça sur 20 ans. Et après, j'ai essayé de savoir ce qu'étaient devenus les personnages, certains sujets, ce qui permet aux lecteurs français, parce que les Turcs ont moins besoin de connaître ça, ils savent déjà, mais de comprendre ce qui s'est passé en 20 ans. C'est-à-dire quelqu'un que j'interviewe en 1996, je raconte ce qu'il fait maintenant, 20 ans plus tard. Et donc, ça m'a permis comme ça de montrer à travers les personnages, à travers tous ces Turcs qui parlent, qui témoignent, de montrer ce qui s'est passé en Turquie. C'était ça l'idée du livre. Mais ça a beaucoup changé dans 20 ans en Turquie. Pour Turquie, 20 ans est beaucoup de temps. Alors, dans l'année 1997, il n'y avait pas d'AKP. Mais aujourd'hui, AKP obtient le pouvoir pour plus de 17 années. Alors, comment vous voyez la transformation de Milli Görüş et surtout l'AKP? Oui, c'est vrai que moi j'ai assisté vraiment au tout début de l'AKP quand Erdogan disait que je l'avais abandonné la chemise de Milli Görüş. Et il est vrai que bon, il ne voulait surtout pas utiliser le mot islam, même pas musulman démocrate. C'était on est conservateur démocrate. On sentait bien quand même qu'il y avait une volonté de protéger le style de vie islamique, mais cela se faisait au nom des libertés démocratiques. Et puis on voyait que c'était un parti attrape-tout. Les premiers meetings où je suis allée assister, voir comment Erdogan faisait, c'était pas des meetings immenses au départ, hein, et c'était des meetings très familiaux. Il y avait de tout, hein. C'était vraiment, c'était ce qu'on appelle un parti attrape-tout, ce qui fait que sa cohérence idéologique n'était pas toujours claire pour tout le monde. Les femmes étaient quand même assez présentes, et puis il y avait un discours social, un contrat social. Donc tout ça c'était vraiment les premières années de l'AKP. C'était très marquant. La première interview que j'ai fait avec Erdogan, l'un de ses conseillers me dit « Surtout, vous ne lui posez pas de questions sur l'interdiction de l'alcool dans les kiosques. » Vous savez, les kiosques dans les parcs, là. Ouais. Parce que vous vous rappelez que quand il était maire d'Istanbul, il avait fait interdire l'alcool. Et donc, bon, évidemment, moi, si on m'interdit de poser une question, évidemment, moi, je la pose quand même. Donc, il n'était pas content du tout que je pose la question. Mais quand je vois aujourd'hui que le candidat du Parti républicain du peuple dit, bon, ben, moi, je ne vais pas interdire l'alcool, je ne vais pas supprimer l'interdiction de l'alcool dans les cafés municipaux, ça m'intéresse, quoi. Là, on voit le grand changement. On voit en quoi l'AKP a quand même modifié des tas de choses dans la société turque, c'est-à-dire cette pratique plus visible de l'islam. Alors, ensuite, le tournant, quand est-ce qu'il s'est fait le tournant? Ça,
vous le savez mieux que moi, mais à partir du moment où il n'y a pas eu plus de contre-pouvoir à la présidence de la République en 2007 et dans le système judiciaire en 2010, là, il y a eu effectivement un tournant nationaliste et autoritaire. Et au fur et à mesure que ces contrepoints institutionnels se sont affaiblis, on a vu effectivement l'AKP changer un peu de visage, oui. Qu'est-ce qui était la rupture d'Erdogan réformiste par l'Europe? Qu'est-ce qui a éclaté cela, selon vous? Ce que je pense, si vous voulez, moi, c'est que la lutte avec le mouvement Gülen, avec le réseau Gülen, est fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Et parce qu'il y a eu une concurrence pour le contrôle de l'appareil d'État, et que ça, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre en France et en Europe. Donc, c'est ça qui est quand même le tournant d'ailleurs. En 2000, ça a commencé en 2010, 2012 avec l'arrestation d'Hakan Fidan, enfin la volonté d'arrêter Hakan Fidan, puis 2013 les affaires de corruption, puis 2014, toute cette volonté de faire tomber Erdogan de la part du réseau guleniste et évidemment cette lutte à mort est un vrai tournant. Et ça, côté européen, c'est très difficile d'expliquer ce que c'est. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le pouvoir de ce réseau guleniste dans l'appareil d'État, d'autant plus que ce n'est pas un parti politique, que c'est pas... Et donc c'est très, très compliqué. Et donc, du coup, les Européens ont les grilles de lecture habituelles de partis politiques, d'extrême droite, de partis de gauche, etc. Mais ils oublient cette chose qui est très importante, qui est en fait l'importance de l'État en Turquie, l'importance même de s'approprier l'État d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer parfois aux Européens. Ok, si on vient à la question kurde, alors, si vous comparez la fin de 1990 et le début des années 2000 avec aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au sein du mouvement kurde en Turquie, selon vous? C'est la présence de HDP au Parlement. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même aussi grâce à Erdogan, à l'ouverture. Alors certes, il y a une politique de répression, etc., mais c'est quand même grâce à ce qui a été fait ces dernières années. C'est-à-dire que le HDP semble quand même bien installé au Parlement. Quand je suis arrivée en 96 et au début de 2000, c'était des candidats indépendants. Il n'y avait pas un parti qui était vraiment en tant que parti qui se présentait. Et ça, c'est quand même, à mon avis, le grand changement. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vraie représentation, alors pro-Kurdes, en faveur des Kurdes, parce qu'évidemment, il y a quand même encore un certain nombre de Turcs qui ne sont pas d'origine kurde qui participent à ce parti, mais enfin, c'est un parti quand même très, très, très kurde, enfin, très, très ancré. Donc ça, je crois que c'est le grand changement. Et ce qui est intéressant, moi, j'étais en Afrique du Sud et en Israël et Palestine avant d'arriver en Turquie, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'articulation entre un mouvement politique intérieur et une branche armée extérieure. C'était le cas en Afrique du Sud entre l'ANC, qui était une branche armée à l'extérieur, et puis les mouvements anti-apartheid à l'intérieur, politique. Et il y avait un grand fossé entre cette aile militaire et cette aile politique à l'intérieur. Et il y avait une rivalité et une concurrence. Et c'est souvent, malheureusement, l'aile militaire qui gagne. Et là, c'est ça qui est intéressant de voir comment ça va se passer en Turquie, comment le mouvement politique autonomiste kurde, disons, HDP, va arriver à s'imposer ou pas à l'aile militaire. Et les concurrences, etc. Et ça, c'est très intéressant. Alors, quand je lisais votre livre, c'est que je vois qu'on oublie beaucoup de choses parce que dans votre livre, presque tous les sujets politiques apparaissent comme liés avec le processus de la participation de la Turquie à l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment la perception de l'Europe a changé envers la Turquie, selon vous? Oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie qui raconte les années, disons, 2002-2007,
où tout se faisait beaucoup en fonction de l'Europe. Hein. Donc, il y avait une espèce, et puis il y avait la société civile était extrêmement intéressée. Alors, moi, j'ai appelé ça Europe, je t'aime, moi non plus, parce qu'à la fois, il y avait une vraie attraction vis-à-vis de l'Europe, mais il y avait aussi quand même beaucoup de déception vis-à-vis de l'Europe, beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'Europe. Hein. C'était un sentiment contradictoire. Côté européen, alors d'abord je crois vraiment que même au début, les Européens connaissaient très mal, à part les Allemands connaissent bien quand même la Turquie parce qu'ils ont beaucoup de turco-allemands sur leur sol, hein, puisqu'il y en a presque 3 millions. Mais les autres pays connaissent beaucoup moins bien. Mais grâce à la littérature turque, par exemple en France, qui a un succès fou, la littérature turque est vraiment devenue quelque chose d'extrêmement apprécié en France, grâce à énormément d'artistes ou d'intellectuels ou de chercheurs, grâce aux Erasmus aussi, la société civile, les deux sociétés civiles, la société civile turque et la société civile française, européenne, se connaissent mieux. Et il y a des vrais échanges. Et ce qui est très intéressant, c'est le fossé qui existe encore entre une certaine société civile, je parle de la France parce que je suis en France par exemple, qui apprécie la Turquie, qui y va, qui fait beaucoup de tourisme là-bas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et les politiques qui sont parfois très en arrière de ça. Et ça, c'est un fossé qui s'est, à mon avis, énormément creusé. Vous savez, j'ai été ce qu'on appelle le ghostwriter de Michel Rocard, l'ancien Premier ministre turc, l'ancien Premier ministre français, c'est un lapsus, qui a écrit un livre qui s'appelait Oui à la Turquie, parce qu'il était en faveur de la candidature turque à l'Union européenne. Et lui ne connaissait pas très bien la société turque, mais il avait cette idée qu'il y avait quelque chose à faire avec la Turquie dans le langage, dans le dialogue avec l'islam. Lui, il ne croyait plus en l'Europe politique. Il croyait qu'il fallait être un grand ensemble avec un certain nombre de lois minimum, si vous voulez, communes, mais il ne croyait pas à une grande Europe intégrée dans laquelle la Turquie aurait sa place. En revanche, il pensait faire un grand ensemble économique, juridique, où la Turquie avait sa place. Et c'est assez marrant parce que, ça ne s'est pas joué, il était un peu seul à dire ça. En revanche, je vois beaucoup de gens maintenant qui relisent ce livre, alors qu'ils ne l'ont pas connu à l'époque, et qui m'en parlent. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant. Je crois qu'il y a ça ne veut pas dire qu'ils pensent que Rocard avait raison, mais Rocard aurait été plus écouté, peut-être d'une certaine manière, maintenant, parce que, je vous dis, il y a une découverte de la société civile et de la société turque, les bons côtés et les mauvais côtés, hein, mais qui a grandi dans quelques années. Maintenant, on va parler aujourd'hui. Alors, AKP a perdu les élections locales dans les grandes villes de la Turquie, Istanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Hatay. Mon première question, est-ce que ça vous a surpris? Mon deuxième question, c'est que selon vous, est-ce que cela va provoquer une transformation profonde dans les politiques de la Turquie? Alors, a perdu les élections, il faut relativiser. Il y a quand même toutes ces municipalités d'arrondissement, par exemple à Istanbul, qui sont aux mains de l'AKP. L'AKP est quand même majoritaire dans les municipalités d'arrondissement. Mais c'est vrai que sur le plan du symbole, elle a effectivement la mairie d'Istanbul. Ça m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est deux choses m'ont surpris. La première, c'est quand même le différentiel, c'est-à-dire 13 000 voix pour Istanbul, 13 000 voix de différence au premier vote et plus de 800 000 voix de différence au second. Ça veut dire que là, il s'est passé quelque chose au sein du camp islamique. C'est-à-dire que là, effectivement, ils ont dit non, ça suffit, on ne veut pas rejouer cette élection. Ils ont mal pris l'idée qu'on leur demande de revenir voter. Et là, il y a eu une erreur, effectivement, de Erdogan, qui d'habitude est quand même un fin stratège. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que d'habitude, il ne se trompe pas trop avec sa constituency. Donc ça, si vous voulez, c'est plutôt ça qui m'a surpris. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans quelle mesure le regard justement des Européens a changé, ou en tout cas a découvert
là encore, une société civile qui bougeait, une mobilisation de l'opposition. Et à certains égards, c'est un peu une leçon que la Turquie a donnée aux électeurs européens qui, eux, bon, sont pas toujours emballés d'aller voter, n'y croient pas beaucoup au vote, à la démocratie électorale. Là, il y avait un enthousiasme qui, effectivement, pouvait faire la leçon un peu aux Européens, même si il ne faut pas non plus penser que tout est gagné, c'est-à-dire pour ceux qui ne veulent plus l'AKP ou qui ne veulent plus Erdogan. Hein, il y a encore beaucoup de travail. Ce qui peut intéresser les Européens, c'est, si vous voulez, que la Turquie est maintenant identifiée comme un pays illibéral, comme l'est la Russie, comme l'est aussi la Hongrie. Et ce qui se passe du côté de la Turquie, cette mobilisation de position, eh bien, effectivement, est intéressante parce que pour beaucoup de gens, on se dit, bon, ben, ça se passe en Turquie, est-ce que ça va se passer ailleurs dans les autres démocraties libérales, l'Italie aussi d'une certaine manière, hein, est-ce qu'il y aura cette même mobilisation de l'opposition? Et je crois que c'est ça qui a beaucoup intéressé les Européens. Okay. Alors, Madame Mariam Bonzon, je vous remercie, mais enfin, je vais dire cela. Votre livre commence avec la phrase du photographe Sebastião Salgado. La seule manière de raconter une histoire consiste à revenir encore et encore sur les mêmes lieux. Alors, on suppose que vous allez venir à la Turquie, n'est-ce pas? Très bientôt. Je ferai une visite à Mediascope parce que je trouve que vous faites beaucoup de bon travail et bravo à toute l'équipe parce que vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, on a parlé avec Madame Ariane Bonzon, son livre « Turquie, l'heure de vérité ». Bonne journée.